Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'épisode 2 de votre podcast 7 voix. Je suis Madame B et chaque semaine nous recevons un invité anonyme qui nous raconte une histoire, un événement qui a tout chamboulé dans sa vie, un traumatisme. Ici, on parle sans filtre, sans gêne et sans tabou. Notre nouvelle voix est celle d'une femme battante, qui a connu une enfance pleine d'ombre et de lumière. Avant d'être une femme, elle a été une enfant qui dès son jeune âge a vu la douleur et les tourments. Elle a non seulement assisté, mais a su gérer la maladie de sa mère. Elle a fait preuve d'une maturité incroyable au moment où il le fallait. En écoutant son histoire, on voit le courage d'une petite fille qui a des problèmes d'adulte. J'espère que vous êtes bien installés, chers auditeurs, pour recevoir l'histoire d'une petite fille et de sa mère atteinte de maladie mentale. Bonsoir à vous, Madame J. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, je vais bien chez vous. Ça va très bien. C'est avec un plaisir que nous vous recevons. Merci à vous d'avoir accepté de partager votre douleur et cette partie sensible de votre vie avec nous. Merci aussi à vous de m'écouter. Sentez-vous totalement à l'aise de nous raconter votre histoire. Dans le monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait te sentir humaine? Je dirais ma capacité d'aimer, de rêver, parce que oui, je suis une grande rêveuse. Donc je dirais que c'est ce qui me réunit à mon humanité. D'accord. Alors, quel souvenir d'enfance tu chéris toujours en toi? Je me rappelle que toute petite, j'avais cette habitude-là de jouer avec ma sœur. Et toutes les nuits, quand les parents, bien sûr, dormaient, on se réveillait aux environs de minuit, 1 heure. On enfilait nos jupes sur la tête, prétendant d'avoir des longs cheveux. On allait à la télé en douce. À cette époque-là, il y avait des films bollywoodiens qui passaient à la télé. Ah ouais. Donc, on dansait en silence, bien sûr, au salon. C'est l'un des meilleurs souvenirs d'enfance que j'ai. Danser avec ma sœur devant des films bollywoodiens. Mais c'est très bien. Donc, dis-moi, dans les moments difficiles, qu'est-ce que tu fais pour te sentir mieux? Qu'est-ce que tu fais pour ne pas craquer? J'ai un lieu, disons 2, que je chéris. En premier lieu, ma chambre. Quand je sais que je ne peux pas sortir et tout, je rentre dans ma chambre, je mets mes écouteurs, j'écoute la musique. Et c'est magique. Ça va mieux tout de suite. Et quand ça ne suffit pas, je vais à la plage. Je reste au bord de la mer, je regarde les vagues. Et là, je me dis que je ne suis qu'un grain de sable dans l'immensité de l'océan. Je suis qu'un petit point sur une carte. Et savoir que je suis aussi insignifiante me fait me dire que peut-être que mes problèmes sont ainsi. Je vois. Donc, dis-moi, c'est quoi tes passions? Je dirais la couture, parce que je suis couturière. La musique, parce que j'écoute beaucoup de musique. La danse, même si je sais pas danser. Quoi encore? Je crois que c'est tout, hein. J'aime aussi, oui, c'est tout. Je crois que c'est tout ce qui me résume. Est-ce que tu as grandi avec tes deux parents? Non, principalement avec mon père. Je n'ai pas eu, je vais dire, la chance de complètement grandir avec ma mère. Certes, elle était là au début, mais arrivé un moment, elle a dû se séparer de nous. D'accord. Tu es l'aînée ou la Benjamin? Non, je suis la deuxième fille de mon père et le troisième enfant, si je compte bien, hein, parce que on sait pas combien d'enfants il a eu en tout. Ok, d'accord. Donc, maintenant, c'est un peu délicat, mais tu peux nous raconter comment tout ça a commencé? Comment la maladie de ta mère a commencé? Quel est l'élément ou l'événement déclencheur, disons, l'événement déclencheur? Avant, j'étais sûre de le savoir, mais maintenant, avec toutes les questions que j'ai eu à poser, je dirais que je ne sais pas vraiment. Je me rappelle juste de quelques petits détails. Je sais juste que quelques temps avant qu'elle ne tombe malade,
Elle était dans une certaine phase un peu dépressive de sa vie. Elle avait quelques petits problèmes. Bon, je ne savais pas trop ce que c'était, mais elle était légèrement dépressive. Ok. Tu avais quel âge en ce moment-là? Je crois que j'avais moins de 10 ans, hein. Je ne me rappelle pas bien, mais je sais que j'avais moins de 10 ans. J'étais encore Encore tout oui, petite, c'est encore toute ça? petite. Si j'avais trop peu, 7 ans. C'est entre 7 et 10 ans. D'accord. As-tu assisté un jour à un moment où ta mère n'était pas en crise, je dirais, dans son état normal? Oh oui, plusieurs fois. Puisque j'étais là lors de cette première crise. Et encore à mon adolescence, j'ai vécu avec elle dans la même maison. Un moment où les crises étaient vraiment intenses. Donc, disons que j'ai été aux premières loges pour pratiquement tout. Est-ce que tu peux nous raconter la première crise à laquelle tu as assisté? Oui, bien sûr. Je ne me rappelle plus trop quel âge j'avais exactement, mais je sais que c'était les vacances parce que j'étais à la maison, mon frère aussi et ma sœur aussi. Elle ne se sentait pas bien. Elle venait à peine de quitter un palu assez intense, donc ça n'allait pas trop. On était au salon, mon frère et moi, mon petit frère et moi, on regardait la télé. On a entendu du bruit venant de la chambre. Mais bon, on savait pas trop ce que c'était. Et bon, moi, j'avais la télé et un enfant devant la télé, il ne s'intéresse à rien d'autre. Donc, j'ai entendu un grand bruit encore et j'ai vu ma mère venir vers moi et me dire qu'il fallait qu'on parte parce qu'elle voyait des choses, qu'elle voulait que je l'accompagne quelque part. J'ai dit quelque part. Elle m'a dit oui, que c'est important, c'est urgent. J'étais pas, j'étais pas habillée. J'avais juste mis des sous-vêtements. Bon, comme étant enfant, tout ce qu'on faisait, on n'était pas vraiment habillé. On se mettait léger à l'aise. Donc, elle m'a demandé elle a essayé de me tirer hors de la maison en sous-vêtements comme ça et je lui ai dit non. J'ai couru dans la chambre. J'ai pris une robe qui traînait dans la, je l'ai enfilée rapidement. J'ai vu ma sœur. J'ai demandé à ma sœur qu'est-ce qui se passe, s'il y a un problème et tout. Ma sœur était trop faible pour nous accompagner. Donc, maman n'arrêtait pas de crier. Elle était hystérique. Elle criait. Elle lapidait des choses un peu partout. Elle disait qu'elle voyait des trucs. Moi, je ne voyais pas ce qu'elle voyait. Et de là, elle a commencé à devenir violente envers moi. Et pour me protéger, j'étais obligée de lui dire que, effectivement, je voyais ce qu'elle voyait. Et que le truc était parti, que sinon, oui. Donc, j'ai tiré mon frère. Elle nous a tous les deux traînés devant la porte au portail. Il y avait les voisins qui pensaient qu'elle me battait. Parce que bon, quand on tape un enfant et que ça fait autant de bruit, forcément que ça alerte ceux qui sont aux alentours. Donc, ils ont essayé de taper à la porte, de demander pardon parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait et tout. Donc, on est sorti devant la porte. Et ma soeur qui s'est traînée tant bien que mal jusqu'à dehors pour voir ce qui se passait. Elle est, elle a vu maman en hystérie, les voisins qui étaient là tout autour, qui ont essayé de me tirer parce qu'ils pensaient que j'étais en danger. Et maman, ça l'a encore plus énervé. Ça l'a encore plus énervé. Puisque elle comprenait pas. Elle avait l'impression qu'on s'en prenait à ses enfants. Donc, elle a commencé à devenir violente envers eux. À les lapider des cailloux, du sable. Donc, eux, ils ont eu peur, donc ils sont écartés. Elle a essayé de nous tirer, nous trois, où elle partait. Et elle s'est rendue compte que c'était pas possible parce que ma sœur était trop faible. Donc, ma sœur est restée finalement avec mon petit frère devant la maison sur une motte de sable. Et moi, je l'ai suivie. On a tourné dans la vont. C'était une voie un peu étroite. Et il y avait une maison en construction où ils avaient à peine fait les fondations. Il y avait des trous des fondations qui étaient là, le trou du puits et tout. Arrivée là-bas, elle s'est rendue compte que les gens la suivaient. Parce que bon, vous savez que en Afrique ici, quand il se passe un truc, tout le quartier sort et puis les gens restent de loin et puis ils regardent. Et ça l'a énervée. Arrivée là-bas, ça l'a exaspérée. Donc, elle a fait une pause. Elle disait qu'elle partait quelque part, que c'était important qu'elle y aille et que c'était le seul moyen de nous aider, de nous sauver. Moi, je comprenais pas. Donc, elle s'est arrêtée. J'ai essayé de la calmer, de lui parler,
de lui expliquer que ce qu'elle voit n'existe pas, que ça va passer, que de venir et tout. Elle n'a pas écouté. Tu avais quel âge en ce moment? Je vais entre, c'est trop, c'est 8, 9 ans et Ok. je crois. J'ai essayé de lui parler, mais bon, elle n'a pas écouté. C'est normal. Et elle a commencé à me regarder bizarrement. Elle a commencé à crier. Elle disait qu'il y avait des choses qui montaient sur moi. Des choses comme les araignées qui avaient des pattes. Moi, je ne sentais rien. Donc, elle a commencé à essayer de les enlever Sur toi. de moi. Voilà. Et elle voyait que elle n'y arrivait pas. Elle n'y arrivait pas. Ça montait sur moi, ça grimpait, elle criait. Les gens regardaient. Moi, j'ai commencé à crier avec elle et à pleurer parce que j'étais effrayée. J'avais peur. J'avais C'était très la première peur. fois que tu voyais ça. Ça, j'étais pas confrontée à ce genre de scène-là de toute ma vie. J'avais peur, j'étais effrayée. Je commençais à pleurer. Et elle disait que le truc était sur moi. J'ai commencé à me regarder. J'ai commencé à secouer ma robe pour que ça tombe. Parce que moi, si je pensais qu'il y avait vraiment un truc sur moi. Donc, j'ai commencé à sauter, à crier avec elle. Donc, on était deux femmes. Bon, une femme et un enfant en train de crier et de se débattre en pleine rue contre des choses qui n'existent pas. Ça attirait encore plus la foule. Et comme elle n'arrivait pas à enlever le truc, elle se dit, bon, si j'enlève sa robe, ça va passer, non? Donc, de là, elle me déshabille. Elle a enlevé ta robe. Elle m'a enlevé ma robe devant tout le monde. Devant tout le monde. Devant les copines devant lesquelles je faisais chica un temps là. Elle a la honte. J'avais juste envie de disparaître. Je voulais juste disparaître, me téléporter. Elle a pris ma robe, elle a lancé la robe là dans un des trous des fondations, les trous du puits. C'était en bas. Ce qui veut dire que je ne pouvais pas descendre pour aller récupérer ça. Et on était derrière la maison. Ce qui veut dire que je fallait que je rentre à la maison. Littéralement à moitié nue. C'est vrai que bon, on est enfant et puis il y a vraiment rien de si que ça a caché. Mais malgré ça, c'était honteux parce qu'elle a aussi enlevé mon caleçon. Donc j'étais à poil de la tête aux pieds. Toute nue devant tout ce monde-là. Mes fesses en l'air. Tout était déposé comme ça. C'est que, à ce moment-là, j'avais atteint le fond. J'avais littéralement atteint le fond. Et quand tu arrives à ce niveau de honte, rien ne peut t'effrayer. Donc, quand je me suis rendu compte que j'étais toute nue, que tout le quartier me voyait, ça m'a fait un choc. C'est là que j'ai arrêté de pleurer. C'est là que j'ai arrêté de crier. J'ai tout bloqué. Et j'ai attrapé sa main. Colère. J'étais en colère. J'ai attrapé sa main. Je l'ai tirée. Je lui ai dit, rentrons. Oui. Parce que j'étais fâchée. J'étais tout en colère contre elle. Comment elle avait pu me faire ça? Comment elle avait pu m'exposer autant? Et là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je rentre à la maison. Je ne peux pas rester ainsi dans la rue toute nue pendant plus longtemps. Donc, il fallait forcément que je rentre. Donc, j'ai tiré sa main et je lui ai dit, moi, je rentre à la maison. Si tu veux, tu me suis. Si tu veux, tu restes là. Mais moi, je m'en vais. Je tirais, elle se débattait, donc moi, je l'ai laissée. Et j'ai pris mes mains pour cacher le peu de choses que je pouvais cacher avec mes petites mains, attraper mon semblant de poitrine, mon semblant de fesses, et puis bon, je suis rentrée à la maison, ma soeur était devant la porte, elle m'a vue, j'ai couru dans la chambre, je suis allée me rhabiller, et je suis restée là. Donc, j'aimerais être pour rentrer à la maison, je ne sais plus. Je suis juste restée dans la chambre. Arrivée à l'intérieur, je me suis effondrée, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré toutes les larmes que je pouvais pleurer dans mon corps parce que ça n'allait pas. Et je me demandais qu'est-ce qui venait de se passer là. Mais bon. J'ai fini de pleurer, je me suis endormie. Et là, je me suis réveillée quand mon père est rentré du boulot parce que bon, bien sûr que les voisins à Folo l'ont appelé en urgence. Bien sûr qu'il a quitté le boulot pour rentrer aussi pour savoir ce qui se passait chez lui. Donc, je me rappelle juste de l'avoir vu dans la cour. Je voulais sortir pour aller voir ce qui se passait, mais ma soeur m'a attrapée. Il y avait du bruit à l'extérieur, ma soeur m'a attrapée. Elle ne voulait pas que j'y aille. Donc, elle m'a enfermée dans la chambre avec mon petit frère. Puis, c'est pas la mieux pour moi que je ne sais pas ce qui se passe à l'extérieur. Donc, on est restés là ensemble pendant un petit moment. Et après, elle a ouvert la porte. Et je suis sortie. J'ai vu maman qui sortait avec des gens. Et c'est tout. On l'a plus vu pendant un moment. Mon père l'avait amené à l'hôpital. C'est après ça tu as su que ton père l'a amené à l'hôpital ou
Oui, à quel moment tu as su ça? Je voyais quand il l'amenait. Je sais pas où elle était partie. Je savais qu'elle était partie quelque part. Donc, il l'a amenée à l'hôpital et une semaine après, peut-être plus même, on se demandait, mais maman est partie depuis. On n'a pas de nouvelles, on la voit pas. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était en catastrophe. Elle était où on voulait la voir. Donc, on a commencé à lui demander des explications à où elle était. Lui aussi, il était un peu désemparé. C'était la première fois de sa vie qu'il avait ce genre de situation-là à vivre. Donc, il faisait du mieux qu'il pouvait. Donc, il nous a amené la voir à l'hôpital. Elle était dans les vapes. C'est à peine si elle arrivait à reconnaître la personne en face d'elle. Elle est restée là un moment, puis elle s'est enfuie. Elle est revenue à la maison. Pour nous, c'était juste bien. On voulait juste notre mère et tout. Donc, qu'elle s'enfuit ou pas, ça, c'était pour nous, c'était l'impression de la voir. On s'en foutait de, dans le cas elle était et tout. Elle est restée un moment avec nous, puis sa famille a décidé de la récupérer pour qu'elle puisse prendre soin d'elle. Donc, sa mère est venue la chercher et puis elles sont parties. Donc, de là, on ne l'a plus vraiment vue pendant un moment. Après ça, après cet événement-là, sa présence était en saccade. Elle venait nous voir un temps, après elle repartait, elle revenait, elle repartait. Donc, on la voyait, mais par petits bouts. Et ton père, il vous a dit quoi par rapport à sa santé? Il disait juste qu'elle était malade. Ce qu'elle avait comme maladie, on savait pas. On savait juste que c'était mental, tout ce qu'on savait. Jusqu'à présent, elle n'a pas eu de diagnostic clair et net de la part des médecins. Jusqu'à présent, elle n'en a pas eu. Donc, concrètement, ce qu'elle a, on sait pas. On sait juste qu'elle est malade. C'est tout. Elle fait des crises. Il lui arrive d'être violente. La plupart du temps, ça va. Elle a l'air lucide. Même si, quand elle parle, on sent que ça vrille. C'est pas, elle n'a pas de discours cohérent du début à la fin. Mais elle s'exprime, elle dit ce qu'elle pense, elle dit ce qu'elle vit. Je te l'appelle là maintenant, elle va te parler, tu vas comprendre, tu vas tout comprendre. Donc, il y a des moments de lucidité et des moments où elle délire. C'est pas constant. C'est pas H24. Elle a des moments de lucidité. Elle en a plein même. Elle peut faire des jours sans faire une crise. Et ces crises dépendent il y a forcément un déclencheur de ce qu'elle vit actuellement. Elle fait une crise quand elle est en manque de quelque chose, quand elle a faim, quand elle est angoissée, bien qu'il y a un problème. Mais Stressée. voilà, stressée. C'est quand il y a quelque chose qui se passe que la crise se lève. Et la crise dépend de la chose, du déclencheur. Si c'est un déclencheur puissant, la crise peut être vraiment intense. Mais si c'est un petit déclencheur, c'est une crise. Et quand elle fait des crises comme ça, comment vous faites pour la calmer? Vu que là, elle n'est plus à l'hôpital et tout. Comment vous faites pour la calmer? En général, notre voix suffit, celle de ses enfants. Quand elle fait une crise, on n'a qu'à l'appeler, à lui parler et à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et là, elle explique, il y a telle chose qui ne vont pas et c'est pour ça que je suis en colère. Et là, on essaie de la rassurer, un peu comme un enfant, un peu comme un petit enfant qui se fâche parce que, il a perdu son mais voilà, ou bien, oui, tout comme ça, comme la télé n'est pas allumée, il a perdu sa sucette, ou bien son maman est tombé. Comment un enfant réagit? Et quand un enfant réagit dans ce cas-là, comment est-ce que le parent réagit? Il, il essaie de comprendre, de leur expliquer les émotions, de faire passer la colère. Donc c'est comme ça rassurer. De le rassurer. C'est comme ça qu'on réagit avec elle, qu'elle a une crise. On comprend le pourquoi, on lui explique la situation, mais pour ça, il faut beaucoup de patience. Est-ce que tu dirais qu'elle a un cerveau d'enfant et que vous êtes des adultes face à une enfant? Par moment. C'est rare, mais par moment. Ça arrive. Où il faut lui réexpliquer les choses mille et une fois et le faire jusqu'à ce qu'elle comprenne. Ça arrive, mais dans ce sens-là, je dirais plus un enfant avec des problèmes d'adulte. Un enfant qui a une vie d'adulte. C'est comme un adulte coincé dans le corps d'un enfant et qui vit la vie d'un adulte. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que j'essaie de... Ouais, je sais pas un peu. Mais est-ce que vous avez fait, personnellement vous-même, est-ce que vous avez fait des recherches sur la santé mentale de votre mère? Oui, plusieurs fois. Elle a été internée près de 4 à 5 fois, je crois. Et l'une des fois où elle se faisait interner,
Je l'ai accompagnée en consultation, devant le médecin et tout, pour savoir effectivement qu'est-ce qu'elle avait. Parce que moi, je voulais un nom. Je voulais savoir ce qu'elle a en vrai. Donc, j'ai demandé à la personne qui la recevait. Et tout ce que j'ai reçu comme réponse, c'est, elle a une maladie mentale. J'ai dit, bon, ça, je savais. Genre, c'est pas comme si c'était un scoop. Oui, ça, oui. C'est pas un scoop. Je sais que c'est mental et tout. Mais c'est quoi le nom au juste? Je veux qu'on me pose un diagnostic, qu'on me dise clairement ce qu'elle a. Et la personne m'a répondu, elle a une maladie mentale. J'ai dit, ok, mais laquelle? Schizophrénie? Je sais pas. Donnez-moi un... Non. Donc, jusqu'à présent, personne n'a pu mettre un nom sur la maladie qu'elle a. Donc, on ne sait pas vraiment comment se renseigner. Aujourd'hui, maintenant, avec Internet et tout, tu peux facilement te renseigner et puis voir les traitements, les hôpitaux, il faut aller. Mais bon, comme on ne sait pas ce qu'elle a, c'est un peu difficile. Ok, d'accord. Dis-moi, tes parents sont toujours ensemble? Non, ils sont séparés depuis très longtemps, hein. Depuis très longtemps. Est-ce que tu penses que c'est à cause de la maladie de ta mère que tes parents se sont séparés? Bon, c'est vrai que même avant qu'elle tombe malade, il y avait déjà des problèmes. Même si nous, enfants, on ne sait pas trop la cause et autres. Quoique, Donc, il y avait déjà des il y problèmes avait entre déjà tes des parents problèmes, c'est pas forcément ça. Il y a tous des problèmes dans le couple, ça c'est une réalité. Tous des problèmes dans le couple. Je dirais que c'est peut-être ça, mais je n'en suis pas sûre. Je ne sais pas si c'est ça, mais je ne sais pas. Parce que les parents n'ont pas tendance à trop expliquer aux enfants ou bien trop exposer aux enfants ce qui se passe entre eux. Ils essaient de tout cacher. Donc, je ne saurais pas trop. Mais c'est peut-être possible parce que je me mets à la place d'un être humain normal. Puis avec une personne dans ce sens-là, dans cette maladie-là, c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, c'est possible. On ne sait pas. Ok, je vois. Actuellement, ta mère est où? Jusqu'à aujourd'hui, elle vit à Ouida. Mais plus pour longtemps. Plus pour longtemps, mais à présent, elle vit là-bas. Ok, elle est dans un hôpital. Non, même pas. Elle est je vais dire un bon samaritain parce que je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Ce n'est pas, c'était un ami à elle qui a voulu l'héberger et puis l'aider dans un moment où sa maladie n'était pas vraiment à son pic, où ça allait, elle avait l'air normale. Donc, il l'a recueillie, ils vivaient ensemble et tout. Et bon. Maintenant, la maladie a atteint des sommets, donc il ne peut plus continuer à l'héberger. Donc, elle va retourner chez ses parents, je suppose. Ok, ok. C'est quoi, dans cette situation, dis-moi, c'est quoi le plus dur pour vous? Le plus dur, c'est, en premier lieu, de ne pas avoir vécu avec elle. Parce que chaque être humain aimerait vivre avec ses deux parents. Il y a aussi la pression que on avait, la pression, la honte, la colère. La colère, l'impuissance, parce que bien évidemment, on a envie de l'aider, mais on ne sait pas comment le faire. Et actuellement, c'est de plus en plus difficile parce que elle s'en va dans l'âge. C'est pas comme si elle était aussi jeune qu'avant. Les institutions dans lesquelles on la mettait avant n'acceptent plus de la prendre parce que l'âge qu'elle a ne permet pas d'être aidée. Parce il se trouve qu'elle est déjà âgée et qu'ils préfèrent laisser de la place aux gens qui sont beaucoup plus jeunes et qui ont encore plus à offrir. Ok, je vois. Donc, il y a ta sœur, il y a toi, et il y a ton frère. Donc, vous êtes trois pour maman et papa, c'est ça? Oui, oui. Pourquoi, pourquoi ta mère, vous voulez pas, je sais pas, mais, comment je vais te dire ça? Pourquoi votre mère n'habite pas avec vous? On a essayé. On a essayé de la faire habiter avec nous. Ma sœur a essayé. Elle est restée avec elle pendant, je crois que c'était aux environs de 3 4 mois, où ma sœur l'a recueillie. On l'a amenée à l'hôpital. Ils lui ont prescrit des médicaments pour l'aider à aller mieux. Médicaments qui l'assommaient beaucoup. Elle passait son temps à dormir. On la réveillait pour qu'elle mange le matin, pour qu'elle mange le soir. Elle passait sa journée à dormir. Mais ma mère a volontairement décidé de quitter la maison de ma sœur parce qu'elle estimait que c'était déjà trop. Elle ne voulait pas que sa santé entrave ou bien entre griffes gâte son foyer. Donc elle a elle-même refusé de rester avec nous parce qu'elle ne veut pas que son état soit une source de conflit entre ma sœur et son mari.
pour préserver le foyer de ses filles, elle a préféré s'éloigner. En plus, il arrive d'être violente et nous avons des enfants. Imagine qu'elle se met à être violente devant les enfants et qu'elle leur fasse du mal. Je sais qu'elle ne se pardonnera jamais ça. Donc, pour éviter tout ça, elle préfère rester éloignée. Donc, elle a choisi ne pas rester avec vous pour vous préserver. C'est bien. Je trouve que c'est très bien. Et, et toi, personnellement, comment tu te sens face à tout ça? Disons que j'ai fait la paix. J'ai fait la paix avec sa situation. J'ai fait la paix avec son état. J'ai fait la paix avec tout. Durant très longtemps, j'ai eu honte d'elle. J'ai eu très honte d'elle, surtout à l'adolescence. Cette période où on a envie de se faire des amis, on a envie de paraître à son meilleur jour. J'avais honte que les gens savent, que l'on sache ce qui se passe, que ma mère est comme ça. J'étais en colère contre elle parce que j'aurais aimé, euh, que ça se passe différemment. Et quelque part, je me disais que si elle est dans cet état-là, c'est sûrement que elle y est pour quelque chose. Et j'étais en colère contre mon père qui n'a pas forcément su gérer. J'étais en colère contre tout le monde. Donc j'avais beaucoup de colère en moi. J'avais beaucoup de honte en moi, beaucoup de culpabilité parce que je me disais que si j'avais peut-être réagi autrement lors de sa première crise, peut-être que la suite aurait été autre. Donc je m'en voulais de ne pas avoir su gérer. J'étais dans mille et une émotions contradictoires. Mais bon, maintenant, comme j'ai fait la paix, j'accepte tout ce qui se passe avec courage parce que je me dis que elle a besoin qu'on soit là pour elle et la voir nous sentir mal ne va forcément pas l'aider. Je vois. Ok. Et actuellement, comment elle va? Ta maman, comment elle va? Comment elle se sent? Je dirais qu'elle va bien. Si on peut le dire ainsi. Il y a des hauts et des bas. Je l'ai appelée ce matin. Ça allait. On a discuté, on a papoté, on a même rigolé. Parce que oui, elle est très drôle, hein. Elle a une très fort sens de l'humour. Elle est très drôle, elle est très joviale. Malgré tout ça, elle Malgré continue de tout ça, garder le sourire le toute la sourire, routine. pas possible. Elle est rigolote. Donc, on papote, on rigole, on danse, on, on a une relation très fusionnelle. Très, très fusionnelle. Malgré sa maladie, elle n'a pas perdu dans sa personnalité, dans qui elle est au fond, qui elle est vraiment. Donc, disons même que tu n'as pas vraiment, tu te dis pas vraiment que ta mère est différente des autres mamans. Non. Je dirais, bon, ça arrive non. Je me suis jamais dit, elle est différente. Je me dis que elle est peut-être même mieux même. Parce que, Particulière. oui, elle est particulière, voire mieux, parce que j'ai vécu avec d'autres personnes, j'ai connu les moments de mes copines et autres. Et ma mère, à cause de sa maladie, est capable de faire des choses avec moi que qu'une autre mère ne ferait. Rares sont les mères qui se mettent en enlacées à danser, à sauter partout avec leur enfant. Mais elle le fait. Peu importe qu'elle soit âgée ou pas, elle a cette joie de vivre là qui est en elle et qui l'habite. Ce qui fait que on peut mettre de la musique, commencer à danser au bord de la rue, là, comme ça. En fait, elle ne connaît pas la honte. C'est ça, au fait. Elle ne connaît pas la honte. Elle n'a pas peur de choquer. Elle n'a pas peur d'étonner. Elle ne connaît pas la honte. Donc, on se lâche ensemble. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est bien de savoir que elle a toujours cette joie de vivre malgré tout et que vous êtes toujours là pour elle aussi. Donc, par rapport à la situation de ta mère et de ton père qui sont plus ensemble actuellement, comment est-ce que tu vois les choses? Je dirais que c'est l'une des meilleures choses même qui aurait pu leur arriver. Parce que ça a permis à chacun d'être libre en griffe. Me dis que s'ils avaient continué ensemble, malgré la maladie de maman, ils auraient été prisonniers l'un de l'autre. Ok. Donc c'est une bonne chose qu'ils ne Oui, soient plus c'est ensemble. une bonne chose qu'ils soient plus ensemble. D'accord. Ton père s'est remarié? Oui, c'est remarié. Si je puisse dire. Si je peux le dire ainsi. Parce que marié, quand on dit marié, on se dit forcément c'est à l'église, à la mairie, devant Oui, tout le oui, monde. oui. Non, il est en concubinage avec quelqu'un. D'accord. Ok. C'est bien. Merci quand même à toi de nous parler ouvertement comme ça. Parce que on voit pas assez de monde qui puisse nous parler d'une situation familiale aussi délicate. Donc j'espère que ça n'a pas été trop difficile pour toi d'aborder tout ça.
Bon, j'en ris. Je suis du genre à beaucoup rigoler. Même quand ça ne va pas, je rigole. Et je me dis que c'est mieux d'en parler pour que des personnes qui sont dans les mêmes styles de vie que moi sachent que il y a pas que ça au fait. On peut s'en sortir, on peut aller de l'avant, on peut passer outre tout ça et avoir une belle relation avec sa mère. Non, c'est bien. C'est bien de savoir tout ça. Et merci à toi d'avoir accepté, vraiment merci d'avoir accepté de te poser, de t'interviewer avec nous, de parler de cette histoire. Même si ça a été un peu difficile avec ton bébé qui a parlé tout le temps avec nous. Mais ça a été un peu Elle voulait difficile. participer. Ça a été quand même un véritable plaisir pour nous. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ces personnes-là qui ont été, qui sont, je pourrais dire qu'ils sont actuellement dans la même situation que toi, qui ont une maman ou un parent malade et qui ont honte de ce parent ou qui se sentent mal face à ce parent-là. Elle n'a pas forcément choisi. Si c'est qu'elle pouvait changer ce qui se passe, elle le changerait. Et il faudrait savoir que la vie est courte. Et c'est important de profiter de nos proches le plus longtemps possible et le mieux possible. Oui. Donc, n'ayez pas honte. Ça arrive. Je ne suis pas la première. Je ne serai non plus pas la dernière. Et la manière dont on réagit change tout. Ne pas les exclure. Parce que être rejeté est l'une des choses qui vivent le plus souvent. On les rejette. Parce qu'ils sont différents. On les met à l'écart. On est à l'écart. On ne les considère pas. Et si j'avais fait autant, si j'avais fait pareil, que j'avais rejeté ma maman, je suis sûre que son état aurait été bien pire que ça. Parce que c'est l'amour qu'on lui porte, l'amour que ses enfants lui portent, le fait qu'on soit là pour elle, qu'on l'appelle et tout, qui fait que, ce qui fait que elle ne sombre pas, parce qu'elle sait que peu importe ce qui se passe, elle aura toujours ses enfants là, pour elle et avec elle. Même si tout le monde l'abandonne, nous on sera toujours là. Donc je vais dire que c'est son point d'ancrage. Est-ce qu'il la ramène à la réalité? Raison pour laquelle quand elle fait une crise et qu'on lui parle, ça va mieux. Parce qu'elle sait que ses enfants seront toujours là pour elle, pour l'aider. Donc, je dirais, continuer à leur apporter de l'amour. Parce qu'il y a rien qui ne peut pas être détruit par l'amour. Donc, l'amour, c'est l'une des plus grandes forces la base. on peut donner à un être humain. Donc, continuez à aimer, soyez là pour eux. Il faut les chérir, ne pas les exclure. Et avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Parce que, maintenant, j'en parle, ça va et tout, mais c'est pas facile au quotidien. C'est une épreuve. C'est une épreuve que je continue de mener, une bataille et tout. Dis-moi, cette situation, la situation de ta mère, dis-moi, quel impact cette situation, la situation de ta mère a eu sur toi, ton rôle de mère? Disons que ça m'a fait prendre conscience d'une chose. Je n'ai pas eu la chance de vivre avec ma mère, ou je n'ai pas eu cette idée de mère là que j'aurais aimé avoir. Une mère, j'ai pas eu cette mère que je voulais avoir, cette enfance que je voulais avoir. Et je me dis que, étant donné que je sais ce que c'est que de ne pas avoir une mère présente en étant enfant et en grandissant, j'aimerais tenir ce rôle là pour mes enfants. Être là pour eux du début à la fin. Les éduquer, à la période de l'adolescence, pouvoir les conseiller. Et cette femme forte là que j'aurais aimé que ma mère soit, cette femme qui est présente. Donc, en gros, c'est ça. Être présente pour mes enfants tout au long de leur vie. Être un modèle pour eux. Qu'ils s'inspirent de moi, de mon vécu. Et qu'ils puissent puiser cette force-là en moi pour devenir plus forts. Ok, c'est très bien. C'est une histoire triste qui nous rappelle que nous devons prendre soin de nous et prendre soin de nos parents. Être avec eux, être avec nos proches, les comprendre. On devrait chérir nos parents chaque jour et chaque moment passé avec eux doit être spécial et précieux. Merci à toi, Madame J, de nous avoir partagé ton histoire. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup aussi à ton bébé qui a répondu à tes questions. Je te donne beaucoup de courage et de force pour la suite de ton parcours. Et j'espère bien que ta mère aura beaucoup d'instants
merveilleux et heureux à passer avec vous. Je l'espère aussi. Je ferai tout pour. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cette histoire. La folie, ça fait peur et ça fait mal. Mais souvent derrière, il y a la dépression, du burn-out, un trauma non soigné. Personne ne choisit d'aller mal. Alors, prenez soin de vous. Parlez à vos proches ou parlez à un professionnel. Et si vous voulez nous raconter votre histoire pour impacter d'autres personnes, écrivez-nous sur notre mail cettefoi229@gmail.com. Je vous retrouve alors la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.